Bonjour monsieur, bonjour. Je suis mademoiselle Kémeni Nathalie Sandrine. Désolée d'être en retard, docteur, mais moi j'ai deux questions. Toujours, j'ai deux types de négociations auxquelles je suis confrontée presque régulièrement. Je suis architecte d'intérieur de profession et puis dans les services que je propose, c'est beaucoup plus pour les gens aisés. Parce que vraiment, c'est pas, quand on a faim, on n'appelle pas un architecte d'intérieur pour décorer sa maison. Ce n'est pas des services de restaurant où on va aller manger les biens éco. Donc, généralement, ceux qui me font appel dans mes services, c'est toujours des gens qui ont un portefeuille assez assis, à un moment donné, qui veulent s'offrir soit leur maison de rêve, soit investir dans un meublé de certains standings. Donc, ce qui fait que je suis confrontée régulièrement à des gens, soit qui ont beaucoup voyagé, soit, même s'ils n'ont pas voyagé, ils ont fait fortune. Appelons ça comme ça. On va faire n'importe comment. Ils ont un pouvoir économique assez élevé. Et je constate que la plupart de ces gens ont souvent beaucoup d'employés, etc. Ils ont toujours tendance, à un certain moment donné, quand ils appellent quelqu'un d'extérieur, de penser toujours que vous êtes leur collaborateur ou bien, je ne sais pas, leur subalterne, appelons ça comme ça. Même si la première négociation fonctionne, quand je dis fonctionne, ça veut dire que la première fois que le client te fait appel ou bien quand il me fait appel à mes services, généralement, la première fois, il jauge pour savoir si vous avez la capacité de résoudre son problème. Il est plus concentré sur ça. Il ne cherche pas savoir si vous avez vécu. Il veut savoir que voilà mon immeuble, je veux rentabiliser. Est-ce que vous pouvez, dès les premiers échanges, quand il se rend compte que vous pouvez faire ce travail, là, ça peut évoluer. Mais généralement, la plupart des contrats que j'ai stoppés, c'est parce que le client, à un moment donné, n'arrive pas à se rendre compte que je ne suis pas sa collaboratrice, en fait, que je suis consultante, je suis à l'extérieur. Donc, j'ai clashé plusieurs fois avec des clients fortunés où j'ai mis arrêt, soit c'est la femme qui se permet n'importe quoi, soit c'est le mari, à un moment donné, qui se dit que c'est moi qui te paye, c'est moi qui te paye. Il y a toujours ce rapport de force-là. Quand vous avez face à une clientèle qui a un portefeuille assez chargé, j'aimerais savoir si on peut me donner, vous pouvez me donner quelques conseils là-dessus. Ça, c'est le premier type de négociation que j'ai régulièrement. Le deuxième type de négociation auquel je commence à être confrontée, c'est comment est-ce qu'on mesure sa valeur perçue pour négocier. Je vais prendre un exemple concret. L'année 2021, ici, une semaine avant le 8 mars, j'étais chez moi et puis une dame m'appelle de la part de la compagnie Razel. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une multinationale qui fait dans le bâtiment, qui font dans les produits de carrière. Vous êtes Madame Kémeni Nathalie, j'appelle comme ça de Razel. Je dis oui à quoi? Que non, nous voulons organiser une table ronde et on voudrait que vous soyez notre guest. On voudrait que vous vous entretenez parce qu'on voulait une femme à l'honneur qui fait dans le bâtiment, etc. C'est le directeur machin qui m'a appelé, il veut savoir vos honoraires. Bon, c'est vrai que je ne m'y attendais pas parce que, comme je disais tantôt, quand vous avez face à vous ce genre de personnes que vous n'avez jamais eu à négocier, vous ne savez pas très bien comment s'y prendre. Quand vous avez d'un premier côté des clients qui ont un portefeuille assez aisé, et deuxièmement, lorsque vous tombez sur des boîtes d'un certain standing qui vous appellent, qui vous demandent des prestations que vous savez que vous êtes en mesure de faire, mais que vous ne pouvez pas jauger exactement combien vous vaudrez, c'est ça? Pardon. Valez. Excusez-moi, je suis technicien, je suis pas littéraire. Combien vous quoi? Valez. Merci. Merci pour mes questions. Alors, la première question aussi concerne ce type de clients qui sont fortunés globalement et qui, à un moment donné, vous confondent à leur personnel. Il y a plusieurs astuces possibles. La première astuce, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent que vous êtes une personne morale et non physique. Une personne morale et non physique. Parce que l'erreur, en général, qu'on commet, c'est de se présenter comme une personne physique, d'agir comme une personne physique. Et finalement, étant donné qu'ils savent qu'ils ont plus d'argent que vous, les personnes physiques qu'ils connaissent sont forcément leurs subalternes. C'est pour ça que sur le plan du rapport de force, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'agir comme une personne morale? Ça veut dire, 1, ce n'est pas vous qui devez tout faire. 2, ils doivent comprendre que vous avez une équipe. 3, ils doivent comprendre qu'il y a un certain type de tâche que ce n'est pas vous qui faites. Et vous leur imposez de passer par le processus s'ils ne veulent pas vous arrêter. Ça veut dire quoi? Moi, il y a parfois des personnes qui me contactent, qui me disent vraiment, tu es trop pertinent, je te suis souvent en ligne et tout ça. Il y a ta formation là, intelligent marketing là.
Combien ça coûte? Je lui donne le numéro que contacte telle personne. C'est lui qui vend ça. Il ne vend pas les formations. Et parfois, ils sont étonnés que, mais comment c'est ta formation? Comment toi, tu ne vends pas les formations? Je lui dis que non, contacte-le. Tu lui dis quelle formation tu veux, il va te vendre. Parfois, il finit, il paye, il m'envoie la capture. Il dit, non, tu m'envoies la capture pour qu'il fasse quoi? Envoie la capture à celui que tu as contacté. Lui qui va te donner la formation, ce n'est pas moi. Parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a une organisation et que tu ne fais pas tout. Et quand il comprend qu'il y a une organisation, tu es en train de lui passer le message que c'est une personne morale et que chacun a un rôle. Ce n'est pas quand il y a un problème, il appelle Claudel. Quand il se sent seul, il appelle Claudel. Quand il a beaucoup de problèmes dans sa vie, il appelle Claudel. Claudel va le conseiller, lui dit non. Si tu tentes de faire ça, ça veut dire que si tu commences à faire ça, c'est normal. Ça veut dire que tu lui as donné le feu vert pour faire ça. Et maintenant, chaque fois qu'il aura une petite difficulté, il t'appelle. Tu es où? Retrouve-moi au restaurant tel là. Donnez-lui une bouteille de vin là. Oui, tu disais que tu fais quoi depuis le matin? Ça devient autre chose. Parce que tu t'es présenté comme une personne physique. Et il te traite donc comme tel. Donc la première astuce, c'est de se comporter comme une personne morale, globale, dans tout ce que vous faites. Et il faut donc qu'il y ait des étapes. Il faut qu'il y ait des procédures claires. Il faut que quand il demande un certain type de service, tu lui fais comprendre clairement que ce n'est pas toi qui le fais. Dans ton équipe, c'est une équipe. Que tu n'es même pas dans la ville, que tel qui va venir le faire. Que même parfois sur le chantier, ce ne soit pas toi. Oui, sur le chantier, parfois, ce n'est pas toi qui viens. C'est quelqu'un d'autre qui vient, qui est compétent, qui fait son travail. Mais c'est pour ça qu'il faut donc un branding institutionnel. Que la personne vient peut-être avec une tenue brandée, avec le nom de l'entreprise. Il vient travailler pour le compte de l'entreprise. Là, les documents. Il fait signer les documents de réception, par exemple, de certains travaux et tout ce qu'il faut de manière professionnelle. Parce que si tu ne le fais pas, surtout que tu es une femme et que la plupart de tes interlocuteurs seront des hommes, ça va toujours mal finir. Parce que soit il va essayer de te courtiser, tu refuses et il arrête, ou il devient malpoli volontairement parce qu'il voit que tu ne veux pas accepter. Soit alors, à un moment donné, il se rend compte que, voilà, de toutes les manières, elle n'a même pas d'argent, peut-être elle n'est même pas mariée, elle peut être ma troisième femme. Non, est-ce que je parle d'un truc, je parle de ce que je connais? Est-ce que j'ai besoin de... Je n'ai même pas besoin de rester avec elle. Non, je sais ce qui se passe, non? Je sais, c'est ça. Quand tu te présentes comme personne physique, ça ne va finir que comme ça. Et en plus, tu es dans le bâtiment. Vous savez, 99% de tes clients sont les hommes. Tu vas faire comment? Tu vois, donc, du coup, moi, je connais des femmes qui mettent des fausses alliances pour ça. Non, ce n'est pas, ça se fait. Il y a des femmes qui mettent des fausses alliances, qui créent des faux partenaires avec des personnes qui ont le niveau d'influence similaire ou supérieur pour éviter. Et en général, ça doit venir au début d'une conversation. Je suis madame telle. Oui, bien sûr, on invente. Est-ce qu'il va aller dans l'annuaire du Cameroun pour voir tout le monde? Il ne va pas venir dans l'annuaire du Cameroun pour voir tout le monde. Et la personne doit avoir le niveau d'influence qui soit supérieur à lui, soit similaire. Parce qu'il faut toujours qu'il sente qu'il y a une certaine résistance. C'est l'influence. Il faut créer une influence. S'il n'y a pas d'influence, ça veut dire que tu es vulnérable. Tu n'es que toi. Puis alors, si tu viens en chantier, en moto, en taxi, machin, c'est que c'est encore trop grave. Parfois, il dit même à son chauffeur de t'accompagner. Là, c'est fatal. Et que là, tu as sa merci. Il va seulement vouloir te traiter comme, je veux dire, comme un animal. Et c'est toi qui auras donné la permission.